Ben, je le colle comme Johnny, je sais. Je le colle au menton. Vous m'entendez bien, je pense. Non, mais j'ai quelques scrupules de prendre la parole parce que vous devez avoir faim. Je ne sais pas si c'est opportun. Puis Jean Didier, Vincent m'a demandé de l'attendre. Non, mais je n'en ferai rien. Écoutez, je vous parlerai non pas directement du transhumanisme, mais des conditions requises pour en parler de manière sensée. Ce qui suppose qu'on mette en place un cadre de raisonnement, de référence, de valeur, qui oriente ensuite la manière dont on discute. Parce que si on va directement aborder ce problème, on est soit pour, soit contre, et puis on ne sait pas trop comment argumenter cette affaire. Je pars, pour situer mon propos, d'une expérience que j'ai vécue au comité d'éthique de l'INRA, donc de l'Institut national de recherche agronomique, où on nous a présenté, il y a quelques années, le résultat d'un travail remarquable de biologistes qui avaient, par manipulation génétique, réussi à fabriquer une truie avec 2 mamelles supplémentaires. Le comité était censé donner son avis sur l'acceptabilité d'une telle réussite. Car pour l'INRA, c'était une réussite. L'INRA, dans l'ADN, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le productivisme. C'est le général de Gaulle qui, après la guerre, a fait créer l'INRA pour nourrir la France. Et donc, ce que l'INRA a réussi, et ce n'est pas négligeable, c'est d'augmenter le rendement, d'abord pour les céréales, multiplié par 4 dans quelques années, mais aussi le rendement de l'exploitation des animaux destinés à l'alimentation. Et donc ce porc, cette chimère, avait pour vertu de permettre de sauver un certain nombre de porcelets surnuméraires. Et si vous multipliez ça par les dizaines de milliers de porcs dans les élevages, vous êtes évidemment dans l'horizon qui est celui de l'INRA. Alors, vous imaginez, nous avions, comme tout un chacun, un sentiment de répulsion. Mais comment argumenter cette répulsion? Car à l'intérieur de la logique de l'INRA, on n'avait pas d'argument à opposer. Et du coup, on a commencé à réfléchir sur ce que c'est que l'augmentation du vivant. Parce que l'INRA avait pour slogan améliorer le vivant végétal, mais aussi le vivant animal. Et bien cette notion d'augmentation, qui dans ce cas concernait le rendement, une fois qu'on le prolonge, eh bien, on arrive à l'augmenter. Et c'est là que quelque chose s'est évidemment enrayé, et nous avons cherché désespérément des arguments recevables par la direction de l'INRA pour stopper cette affaire. Je vous raconterai à la fin comment on a fait. C'est pas glorieux. Pourquoi ce n'est pas glorieux? Parce qu'on n'était pas capable de mettre en place le cadre dans lequel les arguments à développer pouvaient porter. Or, ce cadre, évidemment, est différent de celui que l'INRA, par essence, met en place lorsqu'on considère que la valeur à respecter, c'est l'augmentation du rendement. Eh bien, comité éthique oblige, du coup on s'est demandé, mais c'est quoi notre référence commune quand on parle d'éthique? Et moi je suis helléniste, j'ai toujours été frappé par le fait que le mot ethos, en grec ancien, chez Homère, désigne l'étable. Pourquoi? L'étable. Pourquoi? Parce que le bétail les quitte le matin et il revient le soir. Or, le phénomène éthique qui intéressait les Grecs, c'était ce phénomène tout à fait remarquable qui consiste à revenir à soi après avoir été égaré par une émotion
ou une passion. Donc l'étable stabulum en latin sert à stabiliser le rapport à soi. L'éthique, sous sa toute première forme, c'est uniquement la recherche du mécanisme qui fait qu'un individu, emporté par les émotions, par exemple, par la colère, finit par revenir à lui-même, c'est-à-dire être ce qu'il est. Du coup, le mot ethos, qui va donner l'éthique, signifie d'abord caractère, lorsqu'il s'agit d'individus, et coutume, lorsqu'il s'agit de collectif. Car les collectifs, comme les individus, connaissent des emportements, des espèces d'égarements affectifs. Et bien, les collectifs ne sont eux-mêmes que s'ils reviennent à eux-mêmes, ce qui suppose la coutume, qui est une permanence dans leur comportement. Alors, en partant de cette réflexion sur l'origine du mot éthique, d'ailleurs, je dis ça rapidement, je ne veux pas vous infliger trop de références savantes, mais on traduit éthique, ethos, par habitude. Ethos, c'est l'habitude. Or, l'habitude a quelque chose à voir avec le fait d'habiter. Et l'habitus, c'est le caractère. Et en fait, en grec comme en latin, l'éthique, l'habitude, le rapport à soi comme un rapport constamment rétabli grâce au retour du bétail à l'étable. Ça, c'est le début de la réflexion éthique en Occident. Évidemment, les moyens qui permettent aux êtres humains de se retrouver après avoir été emportés par un élan passionnel varient. Et dans les différentes civilisations, on rencontre ce que j'appelle, moi, des éthiques de préceptes. C'est-à-dire, ce sont des éthiques qui prescrivent ou interdisent. Typiquement, les 10 commandements. Ce sont des actions déterminées qui sont soit recommandées, soit interdites. Eh bien, ces éthiques de préceptes ont très rapidement soulevé un problème majeur, c'est le relativisme. Parce que les éthiques de préceptes peuvent varier d'une civilisation à l'autre. Et même en Grèce ancienne, d'Athènes à Sparte, on n'avait pas le même système de valeurs avec les mêmes interdits et les mêmes injonctions. Et pour surmonter ce relativisme, les philosophes grecs ont commencé à s'interroger sur un principe éthique qui ne serait pas telle ou telle recommandation ou injonction ou interdit qui caractérisait les éthiques disponibles. Et c'est Platon et Aristote qui, les premiers, ont essayé de dégager ce qu'ils appellent le bien. Or, le bien est une sorte de principe éthique suprême, mais substantiel. C'est un principe substantiel. Et pendant c'est plus la millénaire, pendant des siècles, on a essayé de définir ce que c'est que le bien. Je pourrais vous raconter comment Platon envisage le bien, comment Aristote envisage le bien, c'est chaque fois différent. Aristote, c'est le plus intéressant parce que lui considère que le bien, c'est tout simplement le moyen terme entre deux excès. Par exemple, le courage représente un bien, puisque le courage se situe entre la témérité et la couardise. Et donc, vous avez tout un système d'analyse des comportements humains pour les stabiliser au milieu. Le but de la recherche du bien, c'est, comme au départ, de trouver un moyen de nous mettre en accord avec nous-mêmes, c'est-à-dire de nous stabiliser. Je laisse de côté cette longue histoire qui va de Platon et Aristote à Spinoza et Leibniz, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Nous ne croyons plus du tout à ces éthiques substantielles qui viennent de l'Antiquité. Nous pensons que l'éthique repose sur des principes formels. Or, les principes formels ont un avantage sur la réflexion substantielle menée depuis l'Antiquité, c'est que ce sont simplement des critères
qui nous permettent d'appréhender la valeur plus ou moins grande d'une action possible. C'est pour ça que c'est formel. Les éthiques de principe, il n'en existe que deux. L'une est due à Bentham, elles sont contemporaines du XVIIIe siècle, et c'est l'utilitarisme. C'est quoi l'utilitarisme? C'est l'idée que le bien, mais formel, pas substantiel, formel, c'est la moyenne des souffrances dans le monde qu'il s'agit de faire baisser. En réalité, ça n'intéresse pas les individus, ça intéresse l'ensemble du vivant. La SPA est une invention anglo-saxonne. Parce que les animaux et leurs souffrances font partie de cet ensemble de souffrances qu'il s'agit d'évaluer pour savoir de quel côté se trouve le bien. Le bien se trouve de la somme la moins élevée de souffrances dans le monde. C'est ça l'utilitarisme. Il ne faut pas... Le mot utilitarisme sonne un peu désagréablement, mais en fait, l'utile dans ce cas, c'est quelque chose de tout à fait estimable, à savoir une forme de bien-être partagé. Et à cette éthique de principe formel s'oppose au XVIIIe siècle l'éthique formelle de Kant, qui, elle, est une éthique de la personne autonome. Et il y a là un conflit qui va, dans tous les débats qui se déroulent dans les comités éthiques, rebondir, parce que lorsqu'on se place du point de vue d'une éthique de la personne et de la réalisation de soi, eh bien, vous pouvez parfaitement accepter que cette personne souffre pour devenir elle-même. C'est l'exemple de l'artiste, par exemple. L'artiste va souffrir pour réaliser son œuvre, ou un alpiniste, il va souffrir pour atteindre les cimes. Eh bien, cela, du point de vue utilitariste, est une mauvaise action. Et donc, vous voyez, là, un problème majeur. Et je voudrais qu'on le retienne pour le débat. Est-ce qu'on se situe, lorsqu'on réfléchit sur le transhumanisme, est-ce qu'on se place du point de vue utilitariste, c'est-à-dire la somme du bonheur ou des souffrances dans le monde, en faisant abstraction des individus, ou au contraire, se place-t-on du point de vue kantien en considérant que la souffrance n'est pas le critère. Le critère, c'est le degré de réalisation de soi, qu'on appelle l'autonomie, dont on peut toujours dire que c'est inachevé, c'est douloureux, ce n'est pas nécessairement une pleine réussite, mais c'est peut-être pour l'homme un destin préférable à celui d'être mis en parallèle avec les animaux qui souffrent, dans la moyenne générale des souffrances dans le monde. Enfin, c'est ça l'opposition. Eh bien, ces deux morales qui peuvent inspirer des actions qui sont parfaitement respectables, dans l'un et dans l'autre cas, quelles que soient nos préférences. Moi, j'ai une préférence pour le kantisme, je ne vous le cache pas, mais on peut parfaitement soutenir que l'utilitarisme a ses titres. Eh bien, c'est à la lumière de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les moyens mis au service des intentions des belligérants ont immédiatement dépassé leur capacité d'anticipation. Le vrai événement éthique majeur du XXe siècle, c'est la mitrailleuse. Quand les bataillons animés de cet élan conçu comme éthique, de bravoure, eh bien, se ruent sur une mitrailleuse et se font faucher en quelques minutes, le traumatisme est absolu. Nous avons du mal à nous représenter ce que les premiers mois de la guerre de 14 ont signifié pour les belligérants. Eh bien, c'est un des penseurs allemands que je trouve les plus intéressants, le sociologue Max Weber, qui en 1917, en s'adressant aux étudiants de l'université de Munich, dit que les deux
éthiques formelles qui nous fournissent de bonnes raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre, eh bien, ne suffisent pas dans la mesure où on peut, avec les meilleures intentions du monde, déclencher une action qui produit des effets non souhaitables, pervers. Et donc, Max Weber invente le concept d'éthique de responsabilité. Or, l'éthique de responsabilité, ce n'est pas les bonnes intentions. Lui nie pas les bonnes intentions. On peut toujours invoquer les bonnes intentions, mais on peut parfaitement, avec les meilleures intentions du monde, produire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on espère. Eh bien, pour éviter cette déconvenue de la bonne intention, Weber a une théorie qui nous concerne de tout près. Weber dit que c'est la science qui doit évaluer pour le décideur la possibilité de conséquences non souhaitées. Et Weber soutient que la science est neutre. C'est ce qu'on appelle la neutralité axiologique. Il pense que la science n'a pas à prendre parti, elle analyse tout simplement les données et, comme le fait aujourd'hui l'expert qui assiste les décideurs, il trace les possibles effets d'une action que celui qui décide en politique ou décideur économique peut avoir engagé avec la meilleure conscience du monde. Eh bien, et c'est là maintenant le point où cela nous intrigue. La neutralité axiologique de la science est un leurre. La science, dans le monde dans lequel nous vivons, n'est pas neutre. Elle se construit socialement selon des projets qui impliquent eux aussi un choix de ce qui est préférable, donc de ce qui est bien. Les sciences ne peuvent pas être utilisées uniquement pour mettre en garde les décideurs contre les conséquences non souhaitables de leurs décisions. Les sciences sont elles-mêmes déjà le fruit de décisions dont les décideurs sont d'ailleurs très difficiles à identifier, puisqu'une science se déroule de génération en génération selon des règles qui sont les siennes. Mais une chose me paraît certaine, c'est que la naïveté de Max Weber, qui est par ailleurs tout à fait remarquable lorsqu'il introduit l'éthique de responsabilité, mais la naïveté qui consiste à croire que la science, elle, est tout à fait vierge de toute aperçu ou présupposé éthique. Ça me paraît en effet contestable. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, à cause de ce qui s'est passé d'atroce pendant cette période, qu'une prise de conscience concernant la science a eu lieu. C'est-à-dire, la science a été mise au service d'un projet, appelons le projet eugénique, qui annonce d'ailleurs d'une certaine manière le projet du transhumanisme, l'amélioration de l'espèce humaine, élimination de tous ceux qui sont ratés. Enfin, inutile de vous faire le tableau. Eh bien, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il apparaît soudain que même la médecine peut être mise au service des causes les plus abjectes. Donc il y a un vrai problème, et ce problème fait qu'une dernière forme de l'éthique est formulée, c'est-à-dire après l'éthique des préceptes, ça c'est à l'origine les commandements, et les éthiques de principes substantiels où on définit le bien, et puis les éthiques formelles que sont l'utilitarisme et voilà, l'éthique de l'autonomie individuelle, si vous voulez, de la réalisation de soi. Et puis l'éthique de responsabilité, on a, après la Deuxième Guerre mondiale, développé l'éthique de communication ou de discussion.
Alors, l'éthique de discussion, c'est la chose la plus difficile à comprendre, à mon sens, puisque elle ne repose sur aucun type de valeur présupposée, puisqu'il s'agit dans la discussion de faire valoir, pas de se référer à des valeurs déjà reconnues, mais de faire valoir de manière discursive ce que l'on tient pour la bonne action. Seulement, c'est une éthique de la discussion et quelqu'un d'autre peut venir et opposer, faire valoir une autre position. Donc, pour que cela puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un accord, non pas sur le contenu de ce que l'on va discuter, mais sur la procédure. Donc j'appelle ça des éthiques procédurales. L'éthique procédurale, c'est typiquement l'éthique démocratique. Puisque dans la démocratie, on est en désaccord sur tout. Mais on doit être, pour qu'il y ait démocratie, être d'accord sur un minimum, à savoir sur la manière dont on va déployer le désaccord. Et si la manière dont le désaccord, et ça sont les procédures démocratiques, si la manière dont le désaccord est traité est faussée, ce qui est le plus souvent le cas aujourd'hui dans les médias, ça c'est le vrai problème des démocraties, eh bien, cette éthique de la discussion ne peut pas aboutir. Et c'est à ce sujet que je me permets de vous raconter une histoire qui m'est arrivée et qui me poursuit depuis. J'étais invité à l'émission, c'est déjà quelques années, du soir d'Arlette Chabot, qui s'appelait, je crois, Le Mot Croisé. Et alors, je vous le fais court, on était 3 personnes qui devaient intervenir, on était donc au maquillage, et Arlette Chabot, maternelle, passe dans notre dos, met la main sur nos épaules en disant ça va bien se passer. C'est une sorte de geste maternel de domination. Et soudain, d'un ton rogue, elle dit mais de grâce, pas de tunnel. Pas de tunnel. Je ne savais pas ce que ça voulait dire dans le langage des médias. Le tunnel, c'est la subordonnée. C'est-à-dire, c'est l'élément de votre phrase qui nuance le propos de la principale. Or, si vous voulez fonctionner sur un plateau de télévision, il faut opérer par statements, c'est-à-dire par principale, que l'on peut frontalement contredire. Et tout le problème de l'éthique de la discussion, c'est qu'il faut admettre les subordonnés, c'est-à-dire tous les efforts qui nuancent le propos, qui introduisent, de manière parfois évidemment un peu filandreuse, mais qui introduisent, en plus du simple point de vue affirmé, des attendus. Et si ce type de discussion n'a pas lieu, eh bien, le problème dans lequel nous sommes plongés jusqu'au cou, c'est que nous sommes réduits à répéter de façon presque mécanique les références aux 2 grandes éthiques de principe que sont l'utilitarisme et la réalisation de soi, telle que Kant la conçoit. Et quel est l'endroit où cela se vérifie? C'est dans les centres antidouleurs des hôpitaux, c'est dans les services de réanimation, c'est lorsqu'on s'occupe de la fin de la vie. C'est là que surgit soudain cette problématique. Est-ce qu'on va mettre l'accent en termes d'éthique sur la personne, son intégrité qui est en train de nous quitter, mais qui est une valeur en termes d'éthique d'autonomie, ou est-ce qu'on va au contraire la considérer comme, je dirais presque, un ensemble d'organes dont on pourra faire profiter d'autres êtres vivants au nom de l'utilitarisme, c'est-à-dire de la somme possible des bonheurs dans le monde. Dans les débats que j'ai pu avoir avec les médecins, c'est là, les médecins aujourd'hui sont en première ligne, ça m'a toujours frappé que ça oscillait entre le respect de la personne et la volonté de récupérer un organe en bon état de marche. Et lorsque nous avons préparé l'exposition universelle
de l'an 2000 en Allemagne. À Londres, j'étais dans un des comités et on discutait du prélèvement d'organes. Et c'était très intéressant parce que lorsque on considère qu'on a un moyen de diagnostiquer la mort de façon précoce, on a accès à des organes en bon état. Si au contraire, pour les raisons religieuses, on doit repousser l'échéance, eh bien, on perd, au nom du respect de celui qui est en train de mourir, ou qui est même déjà peut-être mort, on perd l'avantage de pouvoir prélever les organes. Et c'est un débat extraordinairement actuel à mes yeux. Eh bien, dans cette enceinte où nous avons discuté de ces problèmes, il y avait deux Indiens Hopis qui venaient d'une réserve, je ne sais pas, aux États-Unis, et qui nous ont répété, parce que les Hopis considèrent que l'homme n'est mort seulement si on a passé pendant 3 jours à conjurer l'âme de quitter le corps. Et donc là, les organes ne sont plus utiles. Alors, il nous disait toujours, what you need is more ceremonies. Alors, ce qu'ils entendaient par more ceremonies, c'était plus de respect pour la personne qui était morte. Puisque les rituels sont des rituels de respect, en fait, si on essaie de savoir de quoi il s'agit. Donc, une fois qu'on a mis en place ces horizons de débat possible, de débat éthique possible, il me semble qu'on peut commencer à parler du transhumanisme, c'est-à-dire de cette augmentation de l'être humain qui peut être considéré comme un bien. Il n'y a aucune raison de dire d'emblée que c'est mal, mais il peut aussi y avoir un certain nombre de limites à tracer pour que ce bien ne se transforme pas en une abomination. J'évoque simplement l'hypothèse, chère à M. Kurzweil, celui qui bénéficie des subsides de Google, Ray Kurzweil, d'ailleurs son nom en allemand veut dire divertissement, je trouve ça assez drôle, que le grand Manitou du transhumanisme financé par Google s'appelle divertissement. Eh bien, j'essaye de m'imaginer que l'on stoppe notre évolution à un certain moment en nous permettant de garder une sorte de jeunesse qui se prolonge indéfiniment. Dans ce cas, eh bien, est-ce que ça vaut la peine de vivre éternellement si on est tout simplement stoppé à un certain niveau de son évolution? Parce que si on a l'éternité devant soi, il n'y a aucune raison d'évoluer. On ne peut pas désirer quelque chose, puisqu'on a tout le temps pour l'obtenir. On n'a aucune raison d'ailleurs de travailler sur l'angoisse qui nous taraude par rapport à la fin inéluctable de notre vie. Tout ce que nous sommes en termes d'individus est finalement le résultat d'un travail que nous faisons sur cette fin inéluctable. Si elle disparaît, est-ce qu'on est encore humain? La question se pose. Et il faudra à partir de là donc essayer de mettre en œuvre toutes les ressources de la réflexion éthique en précisant chaque fois à quel niveau de cette histoire des problématiques éthiques on se situe. On peut avoir des dialogues de sourds lorsque les uns se situent dans les préceptes ancestraux, qui sont des valeurs qui sont liées à des religions, qui sont liées à des traditions, tandis que d'autres s'appuient sur des principes qui sont des principes généraux, comme par exemple la somme des bonheurs ou des misères dans le monde. Vous pouvez soutenir que ce que moi je serais tenté de faire, que la seule éthique qui puisse convenir aux êtres que nous sommes, c'est-à-dire pas éternels, c'est une éthique de réalisation de soi. Et dans ce cas, la réalisation de soi ne peut pas être sacrifiée à une moyenne de bonheur dans le monde, moyenne dans laquelle les animaux sont inclus.
Mais j'avoue que c'est un vrai problème. Mais c'est à ce niveau que le débat, en mon sens, doit se dérouler. Et je pourrais évidemment continuer, mais je trouve qu'on devrait plutôt débattre après avoir un peu mangé. Je vous renvoie, j'ai apporté, je vous renvoie à un petit article que j'ai publié dans un volume qui porte le titre « Une médecine de mort ». Un titre pas très engageant. Mais ça traite évidemment de formes de la médecine qui se rencontrent jusque dans les services hospitaliers aujourd'hui. Hein. Ce sont des médecins qui témoignent. Et moi j'ai fait un petit texte sur les différents horizons éthiques dans lesquels la discussion s'inscrit inévitablement. Et je serais très content si vous pouviez soit confirmer que ces horizons que j'ai essayé d'évoquer correspondent à vos propres représentations, mais aussi si vous dites, moi j'ai un autre horizon éthique, dans ce cas je paierai volontiers à boire. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va permettre à notre conférencier de pouvoir prendre son plat principal, mais on va quand même commencer le débat par quelques interventions complémentaires des frères que nous avons chargés d'apporter leur contribution à ce débat sur le transhumanisme. Et je vais d'abord donner la parole au professeur Pierre-Marie Liédot. Merci beaucoup, Hans, pour cet exposé qui nous a tous éclairés, j'en suis certain. En plus, le ventre vide fait qu'il y a une alchimie particulière dans le cerveau qui nous donne évidemment une prédisposition à recevoir. Ma question est très simple, en fait. J'aimerais avoir le point de vue du philosophe que tu es éclairé parmi tous ces philosophes sur ce qu'a développé dans cette philosophie morale Kant, de ce qui est appelé le principe impératif catégorique, que tout le monde connaît bien sûr, puisque Kant nous dit « Jamais je n'utiliserai l'humain comme fin, pardon, comme moyen, plutôt je l'utiliserai comme une fin. » Donc en fait, dans cette dichotomie, on a tous bien compris les enjeux éthiques, et puis pour raccrocher au thème du transhumanisme, je crois que là il y a un principe qu'il faut que l'on débatte, c'est celui évidemment de ce qu'a permis d'apporter la révolution, enfin les lumières dans l'idée de ce bonheur universel qu'on voit au travers du progrès scientifique, progrès technologique, où l'on a confiance dans la raison humaine. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que ces projets-là, ils ne sont pas très loin de l'humanisme, puisqu'ils partagent certains points de vue sur l'humanité. En revanche, il y a évidemment un principe qui est celui de l'individu. C'est-à-dire que le principe d'universalité est violé au profit du principe de l'individu. Et donc, ça biaise tout débat éthique, puisqu'on n'est plus du tout sur ces problèmes de partage. Et donc là, j'aimerais avoir le point de vue du philosophe. On va peut-être faire plusieurs interventions avant de donner une réponse générale, parce que j'ai demandé qu'on apporte un plat principal à notre conférencier pour qu'il puisse malgré tout se restaurer. Alors, je vais donner la parole d'abord à notre frère Jean-Didier Vincent. D'abord avoir un petit moment sentimental parce que pendant 10 ans nous avons siégé ensemble à ce comité d'éthique de l'agriculture qui ensuite a plongé sous les eaux puisque nous avons été à l'Ifremer, et c'est là que j'ai pris ma leçon de philosophie que j'avais oubliée depuis le collège avec un grand maître de la didactique et de la pédagogie, Heinz, qui nous faisait chaque fois de magnifiques discours sur la philosophie de l'éthique. Et donc,
j'avais un peu l'impression d'avoir entendu cette telle musique philosophique qui remonte aux origines et qui a cette coloration germanique inégalable. Pour parler de philosophie, comment ne peut-on pas parler allemand? À cette occasion, je voudrais lui rappeler d'évoquer un grand transhumanisme qui est Goethe, et le deuxième Faust est l'exemple type de tentative transhumaniste. Il y a évidemment l'embryon qui est le produit du clonage, il y a les grands projets agricoles, il y a toutes ces choses-là sont contenues dans le deuxième Faust de Goethe. J'aimerais qu'il nous donne son opinion sur ce grand transhumaniste. Donc, après cet hommage qui n'est pas hypocrite, mais qui est vraiment sincère à ce grand professeur de philosophie, qui chaque fois... C'est toujours pareil, les professeurs de philosophie, on attend quand on a l'impression qu'ils nous ont déjà raconté ça, mais c'est bien construit, c'est agréable, ça rassure. Moi, j'avais inventé un concept qui est le concept d'éthicosclérose. C'est en tant que médecin, c'est vrai que l'éthicosclérose, c'est cette communication, cette absolue communication qui finit par boucher les canaux de communication. C'est tout à fait la définition de l'athérosclérose. Mais bon, pour revenir au transhumanisme, il est vrai qu'il a joué un certain jeu dans ma vie, puisqu'il s'est trouvé que au milieu des années, la fin des années 2000, ou plutôt la fin des années 2000, enfin bref, avant le siècle, avant la fin du siècle, j'ai découvert le transhumanisme dans un milieu où il y avait des gens comme un grand éthologue aussi, qui est Dupuis, Jean-Pierre Dupuis, qui est un rêveur, mais qui est quand même un esprit bien structuré, et d'autres qui m'ont initié à cette histoire de transhumanisme. Et lui, il avait erré dans bien d'autres directions. Mais qu'est-ce qu'était le transhumanisme? Alors, j'ai eu, grâce à la Fondation pour l'innovation politique, qui était pour moi une bénédiction de droite, bien que je fusse de gauche, qui m'a donné de l'argent pour aller passer à mon gré, quelques mois, ou au moins quelques semaines, sur la côte Est et sur la côte Ouest, où j'ai eu l'occasion de rencontrer le transhumanisme. Vous ne comprenez bien le transhumanisme que si vous rencontrez les transhumanismes. Et pour la majorité d'entre eux, tu as esquissé le projet de Kurzweil, qui est une sorte d'escroc un peu policé, intelligent, bon parleur. J'ai rencontré, justement, c'est l'avantage que j'ai chez toi, j'ai rencontré ce monsieur, j'ai rencontré les transhumanismes. Vous comprenez le transhumanisme quand vous voyez les transhumanismes. Je te raconterai très vite quelques anecdotes au sujet des rois du transhumanisme. Mais en fait, c'est un homme qui est pas loin de 70 ans et qui prend 70 adjuvants par jour. Le lapsus est significatif. Et il se pèse régulièrement, il fait de la gymnastique, il a des trucs extraordinaires. Si vous le voyez, il a pas loin de 70 ans, il en fait 90. Autrement dit, en tant que tel, c'est pas une réussite. Et en plus, il a inventé un concept intelligent qui fait qu'il a quand même été un mathématicien à peu près compétent, le concept de singularité. C'est-à-dire que la courbe du progrès est exponentielle. À un moment, elle monte, et à un moment, on ne peut plus prévoir où elle va aller. Alors pour lui, là où elle va, c'est l'immortalité. Autrement dit, il a aussi développé ce concept de l'homme augmenté. Mais le premier que j'ai rencontré, c'est un Australien. Non, pas un Australien, il aurait pu l'être. Mais c'est un Norvégien. C'est la même chose. Il s'appelle Nick Bostrom. Il est considéré comme le pape du transhumanisme. Et il a eu cette chance dans la vie, c'est de ne pas faire trop de philosophie. Je suis allé voir dans son bureau à Oxford, il n'y a pas un livre. Ça vous indique un bureau de philosophe où il n'y a pas un livre, il a été tout de suite suspect pour moi. Mais là aussi, il y a toujours cette part escroc chez le transhumanisme. Il ne croit pas vraiment à ce qu'il raconte. Il est obligé d'y croire. Et Nick Bostrom a fait croire qu'il était professeur à Oxford. Il n'est pas professeur à Oxford, mais il a hérité
de quelques millions de livres pour avoir cryogénisé un milliardaire. Et ceci lui a donné un fond de roulement, si je puis dire, pour rouler les Cambridgiens qui l'ont finalement roulé, puisque ils lui ont construit son institut de philosophie, mais il n'est pas professeur de philosophie à Oxford. Donc, la supercherie est totalement dissipée pour ceux qui veulent bien regarder les effectifs d'Oxford. Donc, il se fait passer pour un professeur à Oxford, il n'est pas plus professeur à Oxford qu'il n'est un grand transhumanisme. Alors là, j'ai une kyrielle de transhumanisme à vous présenter. Ils sont tous très spectaculaires, quelquefois très sympathiques, très gentils, mais c'est tout ça le transhumanisme, c'est les gens qui croient au Père Noël. Donc, je voudrais savoir si tu partages mon pessimisme sur ces gens-là, parce qu'ils ont donné naissance quand même à des choses très importantes. Et cette chose importante qui sort du transhumanisme, juste j'attire l'attention sur cet aspect technologique, c'est ce qu'on appelle les converging technologies. Les converging technologies ont provoqué dans la science américaine un essor considérable, qui a surtout profité aux militaires, je dois dire, et à la DARPA, qui a des programmes merveilleux. Et là, les converging technologies, c'est nano, N, P, biologie, I, technique de l'information, et C, c'est-à-dire le cerveau et tout le reste de la communication. Et ça, c'est le fait, le paradigme de départ, c'est le fait, associons nos techniques pour les rendre plus efficaces. Et effectivement, les nanotechnologies auraient pu rester des curiosités chimiques sans intérêt, qui consistaient à faire des pantoufles isothermes et des trucs comme ça. En réalité, ça a été grâce au fullerène, grâce aux différents produits aujourd'hui. Le programme européen a mis donc à la mode des fullerènes, des produits qui sont des nouveaux cristaux de carbone et qui sont unicouches. Et c'est là-dessus que ça augmente les performances physiques de ces fullerènes. C'est de tous ces objets chimiques qui sont faits par les procédés de la chimie et pas par la synthèse comme l'espéraient les premiers pionniers qui voulaient faire des petits nanopots et tout ça, ce qui s'est fait par la suite. Voilà. Donc je vais en rester là, mais c'est vrai que sur la, tu me diras aussi ce que tu en penses, sur ce qui est d'abord de la biologie. La biologie, c'est le domaine où on est déjà sorti du mythe et de la prospective vaseuse. Les biologistes ont dépassé les programmes qu'on pouvait espérer grâce justement à la contribution des nanotechnologies et des technologies convergentes qui y sont associées. Alors il y a aussi évidemment les progrès de la communication. On est sur le bord maintenant de faire des ordinateurs quantiques. On dit que c'est réussi, mais c'est pas encore réussi. Mais c'est-à-dire que ça va couper la barrière entre le monde quantique et le nanomonde. Ce qui va amener des bouleversements dans ce que sera la société future. Il reste enfin ce cerveau qui, à mon avis, malgré les algorithmes et toute autre fantaisie qu'on introduit dans ce cerveau, notamment l'optogénétique dont j'ai là un champion, les différentes manipulations biologiques font des progrès considérables, mais qui ne font que reculer les frontières de la conscience et de la... Alors, tout ça, ça prouve que le transhumanisme, est-ce que c'est vraiment intéressant ou est-ce qu'il faut s'en désintéresser? Moi, j'ai fait mon choix, ça ne m'intéresse pas. Merci, Jean-Olivier. Alors, avant de continuer et de passer la parole à Patrice Cernu et d'avoir ensuite les réponses de notre conférencier Heinz, je voudrais ramener le débat à un niveau peut-être un petit peu plus terre-à-terre. Moi, en tant que médecin, je considère que la médecine aujourd'hui se pratique à 3 niveaux. Il y a la médecine de ceux qui ne peuvent pas payer, c'est la médecine de la sécurité sociale, c'est la médecine des hôpitaux publics. Il y a la médecine de ceux qui peuvent payer,
c'est la médecine des grands hôpitaux privés, l'hôpital américain, des grandes cliniques comme on voit à Paris. Et puis le troisième niveau, c'est la médecine de ceux qui savent qui payer. Et là, on entre dans un domaine tout à fait différent, où on s'aperçoit que la pratique médicale actuelle est une véritable loterie. En effet, notre système médical en France est tel que, entre ceux qui savent et ceux qui croient savoir ou qui vivent de faire semblant de faire croire qu'ils savent, la différence est telle qu'on en est effrayé. À tel point que je suis en train de constituer moi-même un petit groupe de médecine complexe avec des sachants qui prennent la retraite, ils vont partir et qui sont les meilleurs parmi les meilleurs. Et d'ailleurs, il y en a 2 ici que je veux bien associer parmi nous. Donc, tout change et nous sommes dans des niveaux de complexité tellement grands que ceux qui savent n'ont plus rien de commun avec ceux qui ne savent pas. Alors, notre système vivant est tellement complexe, vous savez que nous sommes nous-mêmes des chimères. Nous avons, il y a 400-500 millions d'années, phagocyté une bactérie, l'archéobactérie, qui est présente dans toutes nos cellules et qui a donné nos mitochondries, c'est-à-dire nos usines à fabriquer de l'énergie. Autrement dit, nous sommes nous-mêmes des chimères qui ont particulièrement bien réussi. Mais puisque nous sommes des chimères, vous comprenez bien que la tentation est grande de penser qu'on pourrait donner lieu à d'autres chimères. Et que, par exemple, associer certaines capacités de l'ADN de certains animaux et de la nôtre pourrait faire des individus nouveaux qui auraient à la fois l'intelligence de l'homme, la force du léopard, que sais-je. Et donc, c'est ouvrir la porte à un monde tellement incroyable, tellement invraisemblable, qui nous fait peur. Moi-même, je me souviens que quand j'étais jeune chef de clinique de la faculté de médecine de Lyon, mon patron était le président du laboratoire de police scientifique, ou comme vous savez peut-être, le plus grand laboratoire de police scientifique est à Lyon. Ouais. Et pourquoi? Parce que la police scientifique a été inventée par le professeur Lorcar, qui était son beau-père. Et donc, comme il allait prendre sa retraite, il m'a demandé si je voulais lui succéder. Si bien que j'ai été pendant 8 jours le patron du laboratoire de police scientifique de Lyon. Pendant 8 jours, oui. Et les premiers dossiers qu'on m'a apportés, c'était une petite culotte d'une jeune fille de Cayenne où il fallait que je démontre s'il y avait eu viol ou pas viol, s'il y avait eu du sperme ou s'il n'y avait pas de sperme. Je me suis dit, j'ai quand même pas fait 15 ans d'études pour analyser des petites culottes. Et bêtement, j'ai refusé le poste qui, en réalité, 3 ou 4 ou 5 années plus tard, par la découverte de l'ADN et l'implication de l'ADN, a complètement changé la police scientifique, si bien qu'aujourd'hui, par exemple, le laboratoire de police scientifique de Lyon a 350 médecins et techniciens qui travaillent en son sein. Donc tout change à une vitesse extrêmement grande. On ne s'en rend pas encore compte. Or, dans le même temps, alors que les NBIC dont a parlé Jean Didier, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, le cerveau et les sciences cognitives se sont réunis pour avancer d'un pas commun et d'aller plus vite, dans le même temps, se sont constitués des groupes financiers d'une importance tellement immense qu'elle dépasse celle de beaucoup d'États. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, quand on parlait de General Motors ou de l'Armée Rouge, on parlait des 2 plus grandes concentrations humaines au monde, qui avaient chacune plus d'1 million de salariés. Aujourd'hui, General Motors, même s'il a eu une remontée récente, est tellement loin d'Apple, de Google, de Facebook et autres sociétés, Amazon, etc., qu'ils ne sont plus dans la même cour. Nous avons des sociétés qui, par exemple, pour Google ou pour Apple, capitalisent plus de 600 milliards de dollars de capitaux propres et ont des capacités financières tellement immenses qu'elles peuvent investir dans tous les domaines qui les intéressent, dans le domaine de la santé,
dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la robotique, etc., etc. Personne ne sait, par exemple, que très discrètement, Google a racheté au cours des derniers mois les 8 plus grandes sociétés mondiales de robotique, et dont elle est aujourd'hui propriétaire, et demain, elle sera évidemment la mieux placée pour utiliser les technologies de ces sociétés. Le fondateur de Google a embauché comme ingénieur en chef du développement un certain Ricker qui a décidé qu'il ressusciterait son père. Et donc qui a pris le pari d'être capable, à partir d'un cadavre congelé, de pouvoir, par son ADN, refaire un jour son propre père, etc. Or, pour tous ceux qui ont fait de la physique quantique ici autour de cette table, il y en a quelques-uns, ils savent bien que si on en a retenu une chose de ce domaine si spécial et si difficile de la physique, c'est que tout ce qui peut arriver arrive. Et que, quelles que soient les règles éthiques qu'on veut opposer au progrès scientifique, il y aura toujours quelque part dans le monde, en Corée du Nord, ou dans je ne sais quel état invraisemblable, un savant qui voudra et qui pourra essayer, et il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer pour qu'il essaye. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand nous étions jeunes, nous parlions des débats sur Dieu, les miracles, Lourdes, etc. Et moi je disais bêtement à l'époque, écoutez, s'il y a des miracles de Lourdes, à ce moment-là, c'est pas plus difficile de faire repousser un bras que de faire remarcher un paralytique. Donc, si à Lourdes il y a des miracles, pourquoi jamais on ne voit un bras repoussé? Et je croyais très malin le raisonnement que j'avais fait en disant, vous voyez, on peut peut-être faire marcher un paralytique, mais on ne peut pas faire repousser un bras. Or, aujourd'hui, on sait très bien que les gènes de la salamandre, dont la queue repousse ou les pattes repoussent, sont également présents chez nous. Sauf que chez nous, ils sont inactivés. Le jour où on aura trouvé le moyen de les réactiver, on saura faire repousser un bras, et j'aurais l'air bien bête de croire que les miracles de Lourdes ne peuvent pas exister. Alors, je vais terminer parce que je ne veux pas monopoliser la conversation sur ce problème, mais je veux dire simplement la chose suivante, et je vais interroger notre conférencier pour savoir ce qu'il en pense. Est-ce que dans ce domaine aussi pointu, où les sciences les plus avancées peuvent rencontrer les moyens financiers les plus puissants qui peuvent guider l'humanité, qui sont plus puissants que les États, qui possèdent les médias, qui peuvent faire croire n'importe quoi à n'importe qui, est-ce qu'on ne va pas finalement arriver petit à petit à un autre monde? On sait aujourd'hui que nos enfants ont quand même des chances de vivre 120 à 140 ans. Nous-mêmes, nous sommes ici 3 autour de cette table autour de 80, un petit peu plus, un petit peu moins, et nous avons tout le sentiment de tout sauf qu'on a 80 ans ou presque. Et par conséquent, on est prêt à beaucoup d'expériences, à beaucoup d'innovations, et c'est un pas vers l'humain de demain, l'homme augmenté de Jean-Pierre Changeux, le transhumanisme, etc. Oui, non, tu n'étais pas d'accord? L'homme neuronal, oui. Enfin bon, très bien. Alors voilà mon intervention. Donc, simplement à un niveau très modeste de médecin, je dis que on est en train de changer la vie, on est en train de changer la thérapeutique. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on disait il y a 20 ou 30 ans. Et je pense qu'on s'achemine vers une autre forme de vie dont bénéficieront peut-être nos enfants. Alors, je passe la parole maintenant au dernier intervenant avant la réponse de notre conférencier, qui est donc Patrice Hernu. Merci Pierre. Bon, je vais essayer d'être très court parce que la soirée avance. Moi, la réflexion qui me vient, mais le conférencier l'a dit à un moment donné, c'est qu'au fond, cette réflexion qui paraît si moderne, si actuelle, au fond, nos civilisations l'ont d'une certaine façon depuis toujours. Par exemple, dans les religions spirituelles,
on laisse entendre que l'homme, c'est le créationnisme, mais c'est une idée générale, serait métissé avec les dieux d'une certaine façon. Et puis, quand les dieux ont commencé à avoir mauvaise presse, on a inventé les extraterrestres et on a commencé à expliquer que si l'homme est ce qu'il est, c'est peut-être qu'il y a 300 000 ans, des extraterrestres sont venus améliorer le genre humain. Mais dans ces pensées mythiques, il y a toujours aussi l'idée de la déchéance qui accompagne ce métissage avec quelque chose qui serait supérieur à l'homme. Or l'homme, les philosophes, les religions ont toujours considéré qu'il était incomplet, c'est son incomplétude, il était contradictoire et il était d'une certaine façon fini. Il était contaminé par la finitude et son rêve, évidemment, c'est le rêve de la complétude, c'est le rêve de réunir ce qui était part, d'être plus contradictoire, et c'est le rêve de l'infini, de la vie éternelle. Et dans les mythes anciens, les grands héros sont ceux qui vont refuser justement cette augmentation de l'homme. Bon, je ne vais pas vous rappeler Gilgamesh, on lui propose la vie éternelle, il refuse la vie éternelle. Et la question que j'ai envie de poser, puisque ce soir c'était le regard du philosophe, bon, évidemment le transhumanisme, c'est là où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Jean-Didier Vincent, on ne peut pas s'en désintéresser. On peut se retourner, on peut aller dans sa tour d'ivoire, évidemment, mais on voit bien que nous n'allons pas y échapper. Par conséquent, il faut que nous nous y intéressions, et il faut que des clubs comme le nôtre s'emparent du sujet, parce qu'on voit très bien que cet homme augmenté qui est en réalité un nouveau métissage, qui n'est pas le métissage avec les extraterrestres, avec les dieux, mais qui est le métissage avec la machine, ce métissage, il est en train de se faire sans qu'on nous demande notre avis. Et là est le problème, et nous allons vers une société, comment dire, à plusieurs vitesses, à plusieurs niveaux, où évidemment il y aura d'un côté les élites du savoir et de la finance, et puis il y aura les autres, puis il arrivera un jour où les autres n'auront plus d'utilité. Et on retrouve sur toutes ces questions d'éthique que vous avez abordées, je ne les reprends pas. Et moi la question que je me pose, et que je pose aux philosophes, c'est la question du philosophe. C'est pas la question scientifique, là je suis aussi très affûté dans ce domaine, je fais des algorithmes, je travaille sur toutes ces questions. Nous sommes tous dans ce monde, nous y sommes déjà. Mais la question que je pose aux philosophes, c'est qu'au fond, cette augmentation de l'homme, est-ce qu'au final, ça ne risque pas d'être une diminution de l'être ? Voilà. Non, mais je suis ravi de la dernière phrase que je viens d'entendre. Souvenez-vous que le grand champion mondial du jeu de Go a affronté récemment un ordinateur qui l'a battu à plate couture 4 fois. Or, la 5e partie a été remportée par l'homme. Pourquoi ? Parce que, épuisé par ce combat contre la perfection mécanique, il avait commis une bourde. Et cette bourde a déréglé l'ordinateur. Or, l'humain, c'est la bourde. C'est le moment où, soudain, on a un trou. C'est le moment où nous sommes, d'une certaine manière, marqués par la finitude. Évacuer la finitude de l'existence humaine, quelle que soit la douleur qui peut accompagner l'idée que nous allons mourir, mais évacuer cette finitude de notre existence, ce qui est le projet du transhumanisme, me paraît être tout à fait détestable. Détestable, je ne peux pas m'en désintéresser. Au contraire, je considère que c'est détestable de nous faire miroiter une existence qui va nous déshumaniser et nous transformer dans la machine contre laquelle l'être humain, qui était ce champion sud-coréen du Go, a finalement gagné parce qu'il était humain.
parce qu'il était faillible. Alors cette faillibilité sur un plan éthique me paraît tout à fait de nature à pouvoir revendiquer, au lieu d'amender dans le sens d'une perfection qui serait une manière de transformer l'être humain en une réalité qui ne change plus du tout. Donc ça, c'est la réaction à ce que vous veniez de dire tout à l'heure, et donc j'abonde en fait dans votre sens. Maintenant, je remonte vers la question que Pierre-Marie a posée. Est-ce que les scientifiques que vous êtes, et Jean-Didier aussi pourra évidemment réagir, est-ce que vous êtes d'accord pour considérer qu'il y a eu un changement de paradigme dans la science à partir du moment où ce n'est pas une théorie qui est vérifiée par une expérience, mais un ensemble d'expériences que l'on essayait après coup de théoriser. Ça, c'est le fameux théorème du anything goes, c'est-à-dire la théorie de l'émergence. Dans les labos, la technoscience est capable de faire toutes sortes de choses, en nanotechnologie, en biologie de synthèse. Nous, dans les comités d'éthique, on était totalement désarmés devant ces phénomènes qui donc font émerger des réalités qui n'existaient pas avant, et il fallait ensuite que scientifiquement on les interprète. Alors j'étais dans un laboratoire avec les collègues de l'INRA, non, c'était du CIRAD, dans un laboratoire où donc on faisait des manipulations sur la bactérie subtilis, et on enlevait au génome de cette bactérie un élément après l'autre, en se demandant chaque fois, est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est encore vivante? Et l'idée, c'était qu'il fallait arriver jusqu'au châssis. Ils appelaient ça le châssis. Le châssis, c'était donc le minimum requis pour que cette bestiole continue à vivre, à avoir un métabolisme. Eh bien, dans cette unité de recherche, c'est lui qui tripotait la bactérie, faisait exister des choses qui n'existent pas dans la nature, et il était assisté d'un ingénieur venu de l'aéronautique qui avait l'habitude de modéliser les choses, et donc c'est lui qui a interprété ce que le biologiste faisait exister. Et les deux, on les a lus devant nous, et là il y a un renversement complet de la manière dont la science se rapporte au réel. Le réel émerge par un tripotage comme ça, techniquement très avancé, et après on essaye de se faire une rime. Et je crois, enfin c'est du moins la perception que j'ai, c'est là que quelque chose de décisif a changé. La science ne fonctionne plus comme elle fonctionnait de manière classique ou traditionnelle. Eh bien, à partir de là, une fois que on a considéré que la science nous confronte avec des choses qui sont désormais faisables, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a plein de choses qui sont tout simplement faisables. Mais parmi ces choses faisables, il y a des choses dont on ne sait même pas ce que c'est. C'est ça le problème. Et donc la science court d'une certaine manière après ce qu'elle est capable en tant que technoscience de réaliser. Elle fait exister des choses et ensuite elle se demande ce que c'est. Je crois que c'est ça la nouvelle donne. Et à partir de là, évidemment, la réflexion sur le transhumanisme se trouve immédiatement affectée parce que le transhumanisme, en tant que réalisation technoscientifique, est évidemment une perspective possible. On l'a clairement dit à l'instant. Mais en même temps, la grande question est de savoir ce que c'est, ce qui va sortir de cette capacité de réaliser des choses qui n'ont jamais existé. Est-ce que ce sont encore des êtres humains? Est-ce que la définition qu'on donne de l'être humain, à savoir d'être lui-même, je reprends le cher Kant, est-ce que cette définition est encore applicable à des gens qui se ressembleront tous parce qu'ils n'auront absolument aucune évolution personnelle à affronter, puisqu'ils ne sont pas face à l'angoisse
qu'engendre la finitude. Et donc, du coup, dernière petite remarque, parce que ça, c'est la vraie question. Ce que Kant essaye d'expliquer, c'est que si on adopte le point de vue formel d'une éthique de la réalisation de soi, c'est-à-dire si nous sommes sur Terre essentiellement pour être de plus en plus nous-mêmes, c'est pour ça que l'artiste est d'ailleurs une incarnation de cette aspiration, eh bien dans ce cas, il faut se poser la question: comment on peut ne pas être comme tout le monde? C'est typiquement une question de protestant piétiste. Parce qu'en fait, historiquement ou culturellement, Kant était un piétiste protestant. Et la question était de savoir, est-ce qu'on ne mérite d'être sauvé que parce qu'on est réellement soi-même? Si on est comme tous les autres, c'est en faisant les gestes requis par des rituels, etc., eh bien, on ne voit pas très bien pourquoi on serait privilégié et accueilli dans l'éternité de Dieu. Donc l'idée de Kant est de dire, mais à quelles conditions puis-je être certain d'être l'auteur de mes volontés? Parce qu'on peut toujours considérer que mes volontés sont induites par un processus physique qui me traverse, ça peut aussi être social, des influences. À quelles conditions suis-je vraiment moi-même? Et c'est là qu'intervient l'impératif catégorique, qui est purement formel, qui ne dit pas ce qu'il faut faire. Il dit simplement qu'on ne peut être sûr d'être l'auteur de sa propre volonté que si on n'est pas obnubilé par un objet qu'on désire. C'est-à-dire, tant qu'on désire quelque chose, par exemple, quand je dis je veux boire, c'est pas moi qui veux boire, il y a un mécanisme physique qui fait que j'ai besoin de boire. Et donc il y a un abus dans l'utilisation du mot je veux. Tout le travail de Kant tourne autour, maintenant on peut considérer que l'utilitarisme est un horizon plus intéressant. Mais pour bien comprendre Kant, c'est que lui ne prescrit rien, il fournit simplement un critère pour éprouver la volonté que j'ai pour savoir si elle est vraiment à moi. Si elle est à moi, elle ne doit pas être déterminée par autre chose que moi. Et en fait, les philosophes disent, la vraie volonté libre, c'est une volonté de la volonté, c'est pas une volonté de quelque chose. C'est un peu difficile philosophiquement, mais il me semble, si on réfléchit un peu, chaque fois que je veux quelque chose, je suis dans la dépendance de ce que je désire. Alors que pour être réellement libre et autonome, il faut que je ne désire rien d'autre que ma propre volonté. C'est ça le sens de l'impératif catégorique, il dit que je ne dois pas désirer quelque chose qui ne soit pas en même temps de nature à pouvoir servir de législation à l'humanité entière. C'est comme pour dire, pour être moi, je dois renoncer au désir particulier qui m'anime dans la vie, qui est la vie de tous les jours. Personne ne peut y arriver réellement. Il faut quand même lucide. Nous sommes tous travaillés par le désir de quelque chose. Et philosophiquement, ça ouvre un horizon de réflexion qui me paraît tout à fait indispensable pour mettre en balance les deux grandes théories éthiques qui s'affrontent autour de la fin de la vie, qui sont l'utilitarisme d'un côté et le respect de la personne, l'autonomie de l'individu de l'autre. C'est ça que je rencontre toujours quand on discute, tantôt c'est l'une, tantôt c'est l'autre de ces positions éthiques. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ça, je tiens vraiment à cette distinction, puisque ça éclaire. Je ne prends pas forcément parti, alors que mes propres penchants vont du côté de Kant et de l'idée que la souffrance peut parfaitement faire partie des choses légitimes lorsqu'il s'agit de devenir soi.
Pendant que notre conférencier va pouvoir, disons, prendre son dessert, je vais quand même faire un tour pour quelques questions complémentaires de la salle et auxquelles il répondra brièvement pour conclure notre soirée. Alors, est-ce qu'il y a une intervention qui est demandée par la salle? Non? Ah, il y en a là-bas, là-bas. Bien, personne ne veut intervenir? Il y en a là-bas. Attends, doucement, chacun son tour. Voilà, alors, 2 interventions sont demandées. Bonjour à tous. Alors, c'est pas forcément une question, mais une remarque. Dans le transhumanisme, on feint de croire que c'est un humanisme. Alors, on va pas faire les débats de tous ceux qui ont pu faire l'ENA ou Sciences Po dans cette salle, il y en a, j'en ai repéré. Mais le transhumanisme n'est pas un humanisme. C'est une amélioration de l'homme sans évolution de l'homme. On essaye d'améliorer les tissus, les fonctions corporelles, le bien-être éventuellement d'individus. Les plus riches, ce n'est pas destiné à tout le monde. Si le transhumanisme visait à favoriser la médecine, la recherche, le meilleur développement pour tous, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la vocation du transhumanisme. Ce n'est pas la vocation du patron de Google et de tous ceux qui recherchent là-dessus. On cherche pour l'instant à déshumaniser l'homme. Pour ceux qui lisent un petit peu l'actualité, la prospective, regardez ce qui se passe en Chine. 100 millions de personnes qui travaillaient ont été remplacées par des robots. L'individu, l'humain, est un problème. C'est chiant, ça se révolte, ça sert à rien. Bon. Si éventuellement on peut se débarrasser des pauvres, des inutiles, de ceux qui font la guerre ou qui causent des problèmes, c'est peut-être pas plus mal. Hein, je sais pas. Hein, tiens, un petit peu d'attention. Maintenant, que le transhumanisme soit un accès aux fonctions vitales, cérébrales, augmentées, pourquoi pas? Mais attention, si c'est accessible uniquement par une minorité avec une visée impérialiste, de domination d'un tout petit nombre sur une majorité, enfin vous allez dire c'est à peu près ce qu'on a pour l'instant, mais c'est démultiplié. Donc attention, le transhumanisme n'est pas un humanisme, c'est une amélioration sans évolution. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Non. Donc attention, voilà, c'était mes remarques. Très bien, très intéressant. Il y a encore un autre. Oui, monsieur. La parole est à Michel Dixon. Mais moi je vais être très court, merci à vous. Si l'on considère que le progrès humain est au service de la communauté humaine, est-ce que le transhumanisme participe de ce progrès humain? Si l'on se réfère à une théorie économique que j'aime bien, qui est que l'avenir de l'économie passe par la réduction des inégalités, le transhumanisme semble aller à l'envers de cette philosophie-là. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Dernière question. Dernière question parce qu'il est tard. Ma question est toute simple. Est-ce qu'on ne fait pas preuve de trop de respect, de révérence vis-à-vis de ces personnes qui veulent faire du transhumanisme? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes dont on parle ou d'autres. Je n'ai pas rencontré de gens qui m'ont impressionné sur le plan moral, éthique, intellectuel. J'ai rencontré des gens certainement brillants dans leur domaine, mais cupides, orgueilleux, incultes, et souvent complètement abrutis. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait écouter ce qu'ils ont à raconter sans se révolter, bien entendu. Techniquement, il faut faire attention. Et pour terminer, 2 exemples. Tu as bien voulu nous parler de cette expérience extraordinaire que tu as faite où tu as enlevé chaque fois une pièce d'ADN. Et moi, ça me fait penser à cette phrase, à cette blague qu'on racontait sur les polytechniciens il y a 30 ans.
Pour les techniciens, on lui fait travailler sur une puce, il coupe une patte, il dit saute, saute, 2 pattes, 3 pattes, etc. Saute, saute. La dernière patte, il la coupe, saute, saute pas. Conclusion du polytechnicien, quand on coupe les pattes d'une puce, elle devient sourde. Ben, je retrouve presque la même chose. Et pour terminer, en parlant justement des GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, machin, quand on assistait à ces trucs qui provoquaient l'extase des gens, c'est-à-dire la conférence de presse de Steve Jobs, moi j'ai jamais appris quelque chose qui m'intéressait en écoutant ça. Le seul truc qui faisait soi-disant buzz, c'est qu'à chaque fois il disait oh, another thing, une autre chose. Et puis il disait en appuyant sur le bitonio, vous avez ceci, vous avez cela. Moi je suis désolé, c'est pas comme ça que je vois mettre à penser. Voilà. Très bien. Bon, cela dit, tu aurais investi $100 chez Apple il y a 10 ans, ça ne serait pas malheureux aujourd'hui. Bon, alors, nous allons remercier notre très grand conférencier de ce soir, Heinz Wiesmann, en lui laissant la parole pour quelques minutes pour répondre aux dernières questions. Non, pas pendant quelques minutes. Je vais vous résumer ma pensée. Elle répond d'une certaine manière, c'est comme une réaction à vos interventions. Moi, je considère que si les transhumanistes réalisent de manière d'ailleurs sélective, pour eux-mêmes et pas pour toute l'humanité, leur programme, ils seront les premiers punis. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que leur programme, c'est un programme de destruction de ce que, en tant qu'être humain, ils voudraient être. Ils finiront par ne plus être humains s'ils réussissent. C'est ça. Alors que les améliorations qu'on peut attendre de la science ne tombent pas du tout sous ce verdict. Et je tiens vraiment à distinguer ce que la science est capable d'apporter, par exemple, pour vieillir en bonne santé, ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec le projet insensé de nous fournir une vie éternelle. C'est là que nous finirons, si jamais cela se fait, par ne plus être ce que nous sommes. C'est tout bête. Et donc, je répète, c'est la conclusion de notre discussion à mes yeux, c'est que si le transhumanisme en tant que programme réussit, eh bien, ceux qui vont en être les bénéficiaires seront les premiers punis. Bien, bravo, très bien. Alors, on va passer très rapidement en charmante compagnie. Eh bien, il est temps maintenant de former la chaîne d'union.